Il faudrait demander au shérif et à l'avocat. J'aimerais bien, mais il doit se présenter. Un shérif de l'Indiana et sa femme, qui est candidate pour lui succéder en tant que chef de la police du comté de Clinton, font tous les deux face à de graves accusations de fraude. En ce moment, ils sont accusés de deux stratagèmes majeurs visant prétendument à s'enrichir aux frais du comté. Selon les rapports, ces stratagèmes présumés incluraient le détournement des fonds de la cantine de la prison à leur profit et la simulation d'un handicap pendant plus de 10 ans, leur permettant d'empocher des centaines de milliers de dollars issus du fonds de pension de la police d'État. Selon les autorités, les publications sur les réseaux sociaux pourraient entraîner la chute de ce couple. Nous analysons un affidavit accablant de 13 pages qui a été déposé devant un tribunal de l'Indiana. Bienvenue dans Sidebar, présenté par Law and Crime. Je suis Jesse Weber. D'accord, très rapidement, avant d'aller plus loin, je dois vous parler de cette application que je pense que vous allez adorer. Elle s'appelle Upside. Upside vous permet d'obtenir un remboursement sur vos achats quotidiens comme l'essence, les courses ou plats à emporter. Il suffit de télécharger gratuitement l'application. Vous sélectionnez une offre dans l'un de leurs plus de 100 000 points de vente. Vous payez normalement avec votre carte. Vous vérifiez l'achat et tout simplement, vous récupérez de l'argent. Donc, disons que j'ai besoin de prendre de l'essence ou que je veux commander à emporter un soir. Je vais d'abord chercher les offres sur Upside. Après mes achats, l'argent apparaît dans mon appli et peut être transféré sur mon compte bancaire. Les utilisateurs réguliers d'Upside reçoivent en moyenne 154 dollars de remboursement par an. Alors pour commencer à récupérer votre argent, cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR. Mais assurez-vous d'utiliser le code PROMO-SIDBAR car vous recevrez un bonus supplémentaire de 25 centimes par gallon sur votre premier plein d'essence. J'espère que vous pourrez essayer. J'ai donné beaucoup d'informations dans cette introduction. Précisons avant d'aborder le sujet que les faits évoqués restent des allégations et que les personnes sont présumées innocentes. Plus tard dans l'émission, j'inviterai un avocat pour nous éclairer sur la solidité des allégations et de l'affaire, ainsi que sur les points à considérer. Voici l'essentiel. Si vous regardez les pages Facebook de Rich et Ashley Kelly, ils semblent vivre la belle vie. Ils semblent très impliqués dans leur communauté, avec des emplois où ils pouvaient travailler dans les forces de l'ordre. Le couple aurait 8 enfants, dont 4 apparemment vivent encore à la maison. Et en ce moment, Rich est shérif du comté de Clinton, dans l'Indiana. Il est un ancien membre de la police de l'État, à la retraite, s'est présenté sans opposition au poste de shérif avec un mandat débutant en 2019. Il a été réélu en 2022. Et le mandat de Rich prendra fin à la fin de 2026, mais il a annoncé qu'il se présentait au poste de commissaire du comté, tandis que sa femme, Ashley, se présentera pour lui succéder en tant que shérif. En fait, dans l'annonce de sa candidature, qui a été publiée sur Facebook, Ashley a écrit, je cite, mon mari, shérif actuel, ne fera plus partie du bureau du shérif, mais restera un partenaire et une ressource clé pour l'avenir, alors qu'il entame de nouvelles aventures hors des forces de l'ordre. Sur les pages Facebook du couple, vous trouverez tout, nouvelles familiales, photos d'événements spéciaux et annonces des prochaines élections. Ils ont également tous les deux des pages Facebook dédiées à leur campagne politique. Mais, ce sont justement ces pages de réseaux sociaux qui auraient fourni aux enquêteurs des preuves présumées pour inculper tous les deux de crimes graves. Ils restent innocents jusqu'à preuve du contraire, mais je dois tout expliquer, d'accord? Ces accusations ne sont que les plus récentes dans les enquêtes en cours concernant Ashley et Rich. Nous détaillerons les accusations plus tard, mais d'après les dossiers du tribunal, Ashley Kelly est accusée de 2 fraudes, un vol et un abus de fonction par un agent public. Richard Kelly fait face à 2 chefs d'accusation d'aide, d'incitation ou de complicité de fraude, un chef d'aide d'incitation ou de complicité de vol, ainsi qu'à une accusation d'abus de fonction par un agent public. Donc, selon le média WABC, d'après la loi de l'Indiana, et cela vous ne le saviez peut-être pas, apparemment un shérif peut continuer à exercer ses fonctions, même s'il fait l'objet d'une enquête, même s'il est inculpé, mais s'ils sont condamnés, c'est cela qui entraîne une révocation immédiate de leurs fonctions. Maintenant, les accusations persistantes contre le shérif Kelly ont apparemment provoqué une certaine exaspération chez les commissaires du comté. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que le 7 avril, le chef adjoint Sean Mayfield a été envoyé à la réunion de la commission au nom du shérif. Et cette décision aurait été qualifiée de, je cite, lâcheté par le président de la commission, Jordan Brewer. Regardez. Donc, nous avons envoyé une lettre il y a quelques semaines pour demander des informations et on nous a essentiellement fait obstruction pour obtenir quoi que ce soit. Alors, quand allons-nous recevoir les vidéos que nous avons demandées? Ça doit dépendre du shérif et de l'avocat.
Mais je suppose que c'est là où je suis confus parce que ce ne sont pas des documents publics. Il faudrait demander au shérif et à l'avocat. J'aimerais bien, mais il doit se présenter. Espérons qu'il sera là la prochaine fois. Espérons qu'il sera ici la prochaine fois. Se cacher rend difficile de poser des questions. Je suis désolé que tu doives venir ici et gérer cela. Mais en réalité, c'est sa responsabilité, mais il choisit de ne rien faire. Espérons qu'il sera là à la prochaine réunion et qu'il pourra répondre à toutes vos questions. Eh bien, j'ai des doutes là-dessus. Donc, je pense juste que, vous savez, vous aviez un président du conseil municipal qui a exprimé sa frustration, et je crois que le terme utilisé était qu'il était furieux. Et je pense qu'au final, c'est là que tout le monde en est. Tout le monde est juste frustré parce que, d'une part, ça dure depuis quoi, 2 mois? Je crois que c'était vers la mi-février quand c'est sorti pour la première fois. On approche de la mi-avril. Il n'y a aucune raison pour que les demandes que nous avons faites prennent autant de temps à être traitées, surtout qu'elles ne sont pas liées à une enquête criminelle de la police d'État. Alors, je suppose que je me demande simplement, qu'est-ce qui bloque? C'est ce que je veux savoir. Je pense que tout le monde veut le savoir. Je vous ai dit ce qui bloque. Nous attendons juste la fin de cette enquête criminelle, mais je ne pense pas. Que ce soit le cas. Je pense que je comprends ce qui inquiète tout le monde, d'accord? Mais tant que ce n'est pas réglé, on ne pourra pas terminer. Donc, ce sera ma réponse pour l'instant. Allez-y, allez-y. Avez-vous discuté avec la police d'État? Non, je n'en ai pas eu. Et vous êtes censé être responsable de l'enquête sur notre superviseur. Les détectives font le travail, Donc je pense que vous devriez être la personne de référence n'est-ce pas? quand ils commencent à avoir des questions. Ouais. Mais pourtant, tu n'as eu aucun contact avec eux pendant 2 mois. Non, non, ils ont le dossier maintenant. Quand ils nous appelleront, on s'en occupera à ce moment-là. Juste une question, y a-t-il une raison? Je comprends. Pourquoi les appellerais-tu pour leur poser la question? Je veux dire, ce n'est pas ça. Je pourrais probablement le faire. Donc, mais pour l'instant, je vais les laisser finir le travail et ensuite, quand tout sera réglé, Mais s'ils n'ont rien commencé, ils n'ont même pas encore commencé le travail. Évidemment, ils ne vous ont même pas contacté. Ma question est, pourquoi ne pas les appeler et voir où nous en sommes à ce stade? pour l'instant, ouais, c'est là où ça en est parce qu'on ne fait que repousser le problème. C'est bien ce que ça veut dire, non? Je comprends, mais pour l'instant, ça restera comme ça. Tu supervises, donc tiens-nous informés dès que tu as des nouvelles. Je te tiendrai au courant, d'accord? Je n'ai rien d'autre. D'accord. Eh bien, j'espère en avoir plus la prochaine fois. Si le shérif est absent, je vous informerai. J'espère en savoir plus bientôt. J'ai déjà quelques infos. Nous détestons vous mettre la pression. Je comprends, je comprends. 48 heures plus tard, les deux Kelly seraient accusés de fraude. Un sergent détective avec près de 30 ans d'expérience à la police d'État de l'Indiana a déposé une déclaration sous serment établissant des motifs raisonnables le 9 avril. C'est une déclaration sous serment affirmant qu'il y a des motifs raisonnables de penser à la commission d'un ou plusieurs crimes. Cela nous donne un aperçu des allégations spécifiques de cette affaire, d'accord? Voici donc ce qui est allégué concernant la chronologie que les enquêteurs reconstituaient selon cette déclaration sous serment. Ashley Kelly est devenue policière d'État en décembre 2007. Elle aurait été blessée dans l'exercice de ses fonctions et est en invalidité totale auprès de la police d'État de l'Indiana depuis octobre 2015, ce sur quoi nous reviendrons plus en détail. Ces blessures présumées spécifiques, bientôt, c'est un facteur clé. En 2018, lorsque Rich a été élu shérif pour la première fois, il voulait nommer Ashley à 2 postes au sein du bureau du shérif. Apparemment surveillante pénitentiaire et responsable de la cantine de la prison. Selon la déclaration sous serment établissant des motifs raisonnables, je cite, « Les employés de la police d'État de l'Indiana sont tenus d'obtenir l'approbation de la division des ressources humaines de l'ISP et de la division juridique de l'ISP avec l'autorisation finale du surintendant avant de s'engager dans une activité professionnelle extérieure ou hors du service NDE. Cette exigence est régie par une procédure opérationnelle standard. » Il poursuit en déclarant que les postes de matrone de prison et de responsable de la cantine de la prison sont, je cite, « des rôles séparés et distincts qui, selon la loi, ne peuvent pas être exercés simultanément. Chaque poste nécessiterait sa propre approbation du NDE. » Encore une fois, il s'agit d'un emploi non départemental. Bien qu'Ashley Kelly ait été en congé pour invalidité, elle est restée employée de la police d'État de l'Indiana
et est donc restée soumise aux exigences du NDE. De plus, en raison de son statut d'invalidité, d'autres conditions étaient nécessaires avant que tout emploi de ce type puisse être approuvé. Le 30 octobre 2018, Richard Kelly, shérif élu et mari d'Ashley Kelly, a envoyé un courriel aux ressources humaines de la police d'État de l'Indiana sur les conditions d'emploi proposées à Ashley Kelly comme surveillante de prison. Ce poste statutaire requiert une nomination et une supervision du shérif. Le code de l'Indiana précise que le shérif fixe les qualifications et a pleine autorité pour l'embauche à ce poste. Maintenant, le document comporte apparemment une capture d'écran de cet email. Selon l'enquêteur, il a précisé que le poste n'impliquerait ni uniforme, ni contact intime, ni ceinture de service, ni mission spéciale, ni autorité assermentée, et consisterait surtout en tâches administratives comme la gestion de la paix, la budgétisation et la supervision du personnel administratif civil. Mais les enquêteurs ont apparemment découvert de nombreuses preuves qui, selon eux, montraient qu'Ashley sortait fréquemment du cadre de cette description de poste. Comme mentionné, ce n'est pas la première fois que les actions de Rich et Kelly sont remises en question par l'ISP et la police de l'État de l'Indiana. Selon Fox 59, quelques mois avant que Rich devienne shérif, le couple aurait créé une société à responsabilité limitée. Une société à responsabilité limitée appelée Leon LLC. Et une enquête menée par le Conseil des comptes de l'État de l'Indiana a révélé qu'Ashley possédait 51% de la société. Rich en possédait les 49% restants. Et le Conseil aurait découvert que cette société à responsabilité limitée avait reçu plus de 200 000 $ de paiement non autorisés provenant de la cantine de la prison. Il n'y avait apparemment aucun accord écrit de quelque nature que ce soit autorisant ces paiements. Et le fait que les Kelly étaient propriétaires de la société à responsabilité limitée n'aurait jamais été divulgué au comté. Donc vous pouvez comprendre si ces allégations sont vraies, pourquoi c'est un problème. À ce stade, selon l'enquête de la police d'État, les paiements de la cantine ont cessé d'être versés à la SARL et auraient été envoyés directement à Ashley. Mais cela aurait nécessité une nouvelle NDE qui apparemment n'a jamais été déposée. Dans le cadre de l'enquête sur les problèmes liés à la cantine, Rich et Ashley auraient été inculpés de 3 chefs d'inconduite et d'un chef de conflit d'intérêts impliquant un agent public, selon les informations du média de l'Indiana Wish TV. Ils ont plaidé non coupables, ont continué à travailler pour le bureau du shérif, et Wish TV rapporte que Rich a qualifié les accusations de, je cite, farce politique. Alors que ce procès est toujours en attente, en septembre de l'année dernière, selon Fox 59, un juge aurait apparemment rendu un jugement sommaire dans une affaire civile intentée contre les Kelly, ce qui signifie qu'ils ont perdu. Le couple en a été condamné à verser un peu moins de 330 000 $ à l'État. Près de 100 000 $ de cette somme viendrait du coup d'un audit destiné à révéler la fraude présumée à la cantine. Et malgré les accusations portées contre eux et leurs problèmes juridiques, les deux auraient continué à vivre leur vie, publiant souvent sur leur compte personnel, sur les réseaux sociaux et continuant à participer aux élections locales. Mais alors qu'ils enquêtaient sur les problèmes liés à Leon LLC, les enquêteurs ont commencé à découvrir des allégations d'un autre type de fraude. Plusieurs affirmaient qu'Ashley simulait son handicap pour escroquer l'État de centaines de milliers de dollars, aidée par son mari. Selon une déclaration exposant les motifs probables, les enquêteurs ont interrogé des citoyens et des responsables du comté de Clinton. Citation. Plusieurs ont affirmé qu'Ashley Kelly avait déposé une fausse demande d'invalidité auprès de la police d'État de l'Indiana. De nombreux témoins de l'affaire pénale ont affirmé que Mademoiselle Kelly simulait sa blessure. Photos à l'appui, montrant sur Facebook et d'autres médias des activités impossibles avec une blessure invalidante au cou. À l'époque, nous n'avons pas pu trouver de témoins prêts à témoigner contre Kelly au sujet de leurs observations. Mais ensuite, en janvier de cette année, apparemment 2 policiers ont contacté l'ISP pour signaler qu'Ashley n'est pas handicapée, qu'elle commet une fraude. Selon les enquêteurs, elle a déclaré s'être blessée en 2014 après avoir glissé sur la glace près de sa voiture de patrouille, se blessant au cou et à la bouche. Elle est retournée au travail un peu plus d'une semaine plus tard, mais elle a ensuite déclaré que sa blessure au cou l'empêchait de faire son travail et que le poids du gilet pare-balles aggravait ses symptômes. Et dans le cadre de sa demande d'invalidité, selon l'affidavit, le chiropracteur d'Ashley aurait soumis un rapport indiquant qu'Ashley souffrait, je cite, de vertiges intermittents mais instables et qu'elle avait souvent des étourdissements. Il a dit qu'elle ne pouvait ni travailler ni conduire seule et a déconseillé sa reprise du travail. Et elle serait passée en invalidité totale en octobre 2015, recevant des paiements du fonds de pension de la police d'État. C'est ce qui est allégué. Entre mai 2021 et mars 2026, Ashley aurait reçu des paiements totalisant plus de 200 000 $. Encore une fois, cela provient de l'affidavit.
Ashley a passé des examens de suivi au fil des années, et bien que les médecins aient convenu qu'elle ne pouvait pas exercer les fonctions de policière d'État sur le terrain, elle restait néanmoins employable. Un examen médical indépendant aurait révélé cela en 2021. Lors de son évaluation, Kelly a indiqué les limitations suivantes. Elle ne conduit pas en raison de vertiges, de nausées et de sensations de pression qu'elle ressent derrière les yeux. Elle a ajouté que jouer avec ses enfants, les efforts excessifs, faire les courses, passer l'aspirateur ou lancer une balle avec ses enfants, ainsi que toute activité impliquant son cou ou son épaule droite, peuvent déclencher sa douleur. Lors de son évaluation physique, Kelly a montré une force normale dans ses membres supérieurs et inférieurs, avec une sensation normale dans les 4 membres. Elle a une amplitude complète de mouvement cervical mais signale des douleurs. Elle présente des spasmes musculaires cervicaux palpables. L'examen a été difficile car elle ressent une douleur extrême même lors d'une légère palpation de la colonne cervicale. L'examen des dossiers médicaux d'Ashley aurait révélé qu'elle a reçu une injection lui offrant un soulagement total durant quelques semaines, mais elle aurait ensuite choisi de ne pas poursuivre ce traitement. En 2025, un autre médecin indépendant examine Ashley et rapporte qu'elle lui a présenté une IRM montrant une dégénérescence de la colonne cervicale située au niveau du cou. Selon ce médecin, il s'agirait simplement d'une dégénérescence normale liée au vieillissement et non à la chute. Cependant, selon les propos d'Ashley sur sa douleur, le médecin a jugé qu'elle restait inapte à son poste de policière d'État. Et malgré le fait que le handicap d'Ashley ait apparemment été classé en catégorie 5, donc apparemment la catégorie la plus restrictive pour les demandes d'invalidité, elle aurait été vue photo après photo sur les réseaux sociaux en train de faire des choses qu'elle avait auparavant déclarées, ou semblait avoir déclarées impossibles à réaliser pour elle. Par exemple, des photos d'Ashley avec un porte-bébé sur le dos. Selon les spécifications du porte-bébé, il pèse 2,1 kg. Ajoutez à cela le poids d'un bébé ou d'un jeune enfant, elle portait donc une lourde charge sur le dos, exerçant une pression sur son cou et ses épaules, selon les enquêteurs. Et d'après les enquêteurs, le gilet pare-balles porté par les policiers d'État, que Ashley disait ne pas pouvoir porter, pesait entre 1,1 et 1,5 kg. Des photos montreraient Ashley portant ses enfants, alors qu'elle disait depuis des années en être incapable. L'affidavit précise que d'autres photos montrent Kelly pratiquant des loisirs physiques comme l'équitation, le parachute ascensionnel, défiler avec un enfant sur ses épaules ou jouer au golf. Des adjoints ont aussi déclaré avoir vu Ashley entrer et sortir seule de voiture et conduire sur de longues distances. Elle aurait aussi publié sur Facebook une photo d'elle changeant un gros pneu au bord de la route pendant les vacances familiales. Il y a aussi des allégations qu'Ashley ne faisait pas que de l'administratif pour le bureau du shérif à la prison. Les documents du tribunal montrent qu'Ashley Kelly, sous couvert de son emploi de matrone à la prison du CCSO, a mené diverses activités liées à l'application de la loi. Ces activités ont été observées par plusieurs agents assermentés des forces de l'ordre du CCSO. Ils ont fourni des déclarations concordantes affirmant que Kelly a participé à des surveillances, enquêtes criminelles, opérations antidrogue sous couverture, manipulé et compté de l'argent saisi comme pièce à conviction, tenu des dossiers, pris des photos, supervisé des adjoints et accompli des tâches physiques exigeantes, dont des fouilles. Les témoins ont aussi vu Kelly effectuer des tâches en prison et interagir avec les détenus sans limitation physique visible. Selon un détective sous couverture, Ashley Kelly l'a directement supervisé. Et en fait, il affirme qu'Ashley a supervisé 4 des 5 opérations sous couverture auxquelles il avait participé au bureau du shérif du comté de Clinton. Selon l'affidavit, elle aurait grimpé à un arbre pour photographier une transaction de drogue. Une vidéo du 16 septembre 2022 montre Ashley Kelly faisant travailler intensément le haut du corps dans la salle de sport du shérif du comté de Clinton. Dans l'enregistrement, on l'observe en train d'effectuer un exercice couramment appelé Russian Twist, avec un ballon médicinal de 14 livres, ainsi que des flexions des biceps, des extensions des triceps à la poulie et des exercices de développé couché. Ces activités sont incompatibles avec la déclaration qu'elle a faite au médecin examinateur, dans laquelle elle affirmait être incapable d'effectuer de tels exercices en raison de la blessure qu'elle avait déclarée dans l'exercice de ses fonctions. L'affidavit de cause probable contient des captures d'écran montrant prétendument Ashley faisant ses exercices à la salle de sport du service. Le détective de la police d'État a conclu que même si la déclaration initiale de blessure était légitime en 2014, Ashley Kelly a continué à toucher des prestations d'invalidité tout en déformant sciemment la réalité de son état physique. Les témoignages des forces de l'ordre, les preuves vidéo et photos, les incohérences dans ses déclarations médicales et sa participation à des activités physiques liées aux forces de l'ordre montrent clairement une tromperie. Ce comportement a montré qu'Ashley Kelly pouvait accomplir des tâches dépassant largement ses limitations déclarées. Pourtant, elle a continué à toucher des indemnités d'invalidité grâce à de fausses déclarations.
Quelle que soit la légitimité de la blessure initiale, percevoir des prestations sous de faux prétextes suffit à justifier des accusations de fraude criminelle. Des mandats d'arrêt ont été émis et Rich et Ashley ont été placés en garde à vue la semaine dernière par le shérif du comté de Marin. Selon les registres du tribunal, ils ont été libérés sous une caution de 1 000 $ chacun. Et selon un reportage de Wish TV, les commissaires du comté de Clinton ont publié une déclaration demandant la démission immédiate des deux Kelly. Citation. Depuis des années, ces problèmes ont nécessité beaucoup de temps, d'attention et de ressources des contribuables pour être résolus. Ces accusations prouvent la rupture de confiance. Pour le bien du bureau du shérif et des habitants du comté de Clinton, le shérif Kelly et la matrone Kelly doivent démissionner immédiatement. Les Kelly n'ont pas encore réagi publiquement à ces allégations. Leur procès pour les précédentes accusations de fraude est prévu en mai de cette année, mais la date pourrait changer. Je souhaite en discuter. D'accord, je veux inviter l'ancien procureur pénal Dan Shore qui vient de publier un roman sur des allégations d'inconduite. Il s'appelle The Open Bar. J'encourage tout le monde à le découvrir. Dan, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je veux dire, tu t'es spécialisé dans ce domaine. Tu as déjà mené des enquêtes pour fraude par le passé. Quand tu réfléchis à ces deux séries d'allégations différentes, n'est-ce pas? Quelles sont tes premières impressions à ce sujet, sur la solidité du dossier d'après ce que tu as vu? Et aussi, y a-t-il une marge de manœuvre possible? Ces affaires sont-elles simples ou peuvent-elles se compliquer? Eh bien, une chose à savoir, c'est que la fraude à l'invalidité est très courante. Beaucoup de gens font des demandes d'indemnisation lorsqu'ils ont une blessure, puis ils touchent des indemnités de leur travail ou de leur employeur. Et il y a eu beaucoup de cas où l'on découvre ensuite que ces personnes pratiquent des exercices physiques très intenses ou, comme dans ce cas, on la voit changer un pneu, faire du parachute ascensionnel et d'autres activités de ce genre. Donc, ce n'est pas une allégation rare. Je pense que l'ampleur de la situation, la durée pendant laquelle cela a duré, rend l'affaire plus unique et plus flagrante. C'est intéressant car, il y a plus de 25 ans, lorsque j'ai débuté comme procureur, nos enquêteurs suivaient déjà les gens pour déceler ce type de fraude. Et maintenant, dans ce cas et dans d'autres, les gens publient simplement ça sur les réseaux sociaux, ils postent des photos d'eux en train de faire des activités intenses ou de changer un pneu ou des choses comme ça. Beaucoup se font attraper aujourd'hui à cause de leurs propres publications en ligne. Est-ce qu'il y a une marge de manœuvre où vous pourriez dire, écoutez, je ne peux pas faire certaines tâches qui me sont assignées au travail? D'accord, je porte mes enfants. Je n'ai pas le choix. Je dois porter mes enfants, faire du sport, je dois faire de la rééducation. Je dois travailler et renforcer mon corps. Est-ce que c'est là que ça devient un peu compliqué? Ce que la femme disait ne pas pouvoir faire contredit ce qu'on l'a vu faire. Elle affirmait ne pas pouvoir conduire, mais elle conduisait. On l'a vu et on a rapporté qu'elle avait conduit 160 km lors d'un trajet et qu'elle avait changé un pneu. Il ne s'agit pas seulement de dire qu'on ne peut pas faire son travail, mais qu'on peut faire autre chose. Ce qu'elle faisait contredit ce qu'elle disait ne pas pouvoir faire. Maintenant, peut-être que la marge de manœuvre consiste à dire « Eh bien, ma situation s'est améliorée au fil des années parce qu'on parle d'une décennie entre le moment où cela a été signalé et le moment où elle aurait commis cette faute. Donc, on peut dire « D'accord, je me suis améliorée. J'ai pu faire plus de choses. » Mais il ne fait aucun doute que, selon la plainte, ce qu'elle avait spécifiquement déclaré être incapable de faire et la raison pour laquelle elle avait besoin de prestations d'invalidité, elle s'est ensuite engagée pendant des années dans des activités qui n'étaient pas cohérentes avec cela. Les accusations liées au paiement de la cantine concernent le fait de payer via une société de type LLC ou des paiements présumés faits directement à Ashley. S'agit-il de celles pour lesquelles il y a une trace écrite et qui sont plus faciles à prouver? Oui, parce que le fait de ne pas divulguer qu'on est propriétaire et qu'on tire un avantage financier de ce qui constituerait un conflit d'intérêts, si c'était vrai, il y a différentes politiques, procédures et potentiellement des lois qui seraient violées dans ce cas. D'une part, il s'agit de ne pas divulguer un conflit d'intérêts potentiel, d'autre part de profiter financièrement de son travail au sein d'un organisme gouvernemental. Ce sont de graves violations. Et encore une fois, j'ai vu cela dans des enquêtes pour fraude que j'ai menées où des personnes avaient des sociétés de type LLC. Ils ne divulguent pas, ils essaient d'être opaques sur l'identité des propriétaires lorsqu'ils en tirent des avantages. Mais bien sûr, si par le biais de leur travail au sein du gouvernement, ils orientent de l'argent vers une société de type LLC dans laquelle elle a un certain intérêt financier sans le divulguer, c'est une violation grave. Donc vous savez, Quelle explication ou défense possible pour cela? Ils restent innocents tant que non prouvés coupables et ont droit à une défense. Quelle pourrait être une explication innocente ou bénigne pour tout cela? vous pouvez dire que vous ignoriez devoir le divulguer et que vous étiez transparent sur le nom de la société de type LLC. Et peut-être que vous pourriez dire que, généralement, les sociétés de type LLC ont des registres publics qui, si on les consulte, indiquent qui sont les propriétaires. Donc quelqu'un pourrait dire, eh bien, j'ai précisé de quelle SARL il s'agissait et l'identité de son propriétaire était publique.
Peut-être qu'ils ne l'ont pas divulgué eux-mêmes. On pourrait dire cela, mais la bonne chose à faire, si vous en tirez un avantage financier, est de révéler que vous possédez l'entreprise recevant cet argent via la cantine. Or, ils ne l'ont pas fait ici. Et je pense aussi que s'il y a eu fraude à l'invalidité pendant des années, cela mine la crédibilité de quelqu'un qui affirme que cette autre fraude potentielle était innocente. Parce qu'il y a potentiellement un schéma de pratique trompeuse sur plusieurs années, et cela mine la crédibilité d'une personne. Donc, quand on regarde les dossiers du tribunal, il semble que Rich et Ashley Kelly soient inculpés en tant que co-accusés. Si c'est vrai, qu'en pensez-vous? Parce que s'ils sont mariés, comment cela impacte-t-il l'affaire? Vous pensez à des notions comme le privilège des communications entre époux, si cela joue un rôle ici d'une manière ou d'une autre, si l'un d'eux décide de témoigner. Mais je me demande aussi, vous savez, les co-accusés dans cette affaire. D'accord. Eh bien, écoutez, s'ils étaient tous les deux au courant de cela et qu'ils savaient qu'il s'agissait d'une fraude en cours et qu'ils collaboraient tous les deux avec le gouvernement, alors il est certain qu'ils devraient être co-accusés si ces allégations sont vraies. En ce qui concerne le privilège des communications entre époux, le plus important est que vos discussions avec votre conjoint ne peuvent pas être forcées à être révélées devant un tribunal. Donc, on ne pourrait pas assigner l'un d'eux à comparaître et dire « Dites-nous ce que votre conjoint vous a dit ». Mais le fait est qu'ils sont de toute façon des prévenus dans une affaire pénale. Ils auraient donc le droit de garder le silence. Je ne pense pas que le privilège des communications entre époux soit crucial ici. Mais dans une affaire civile, ils ne pourraient pas être forcés de révéler ce que leur conjoint a dit. Mais parfois, vous savez, cela dépend de l'état de leur mariage. J'ai déjà vu des cas où un accord est conclu avec un des conjoints et il témoigne contre l'autre. Évidemment, le mariage est probablement en train de se briser à ce moment-là, mais c'est quelque chose que j'ai déjà vu dans certains cas. Ils n'ont pas encore été jugés pour les premières accusations et une nouvelle allégation de fraude liée à l'invalidité vient d'apparaître. Comment tout cela s'articule-t-il, toutes ces différentes allégations? Eh bien, je pense que chacune de ces accusations renforce les autres éléments de l'affaire, car souvent, dans une affaire de fraude comme celle-ci, on veut montrer un schéma de tromperie, un schéma de malhonnêteté. Et si vous pouvez montrer, encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, avec une partie de l'affaire, la partie liée à l'invalidité, que quelqu'un était trompeur et malhonnête et volait de l'argent provenant de ses allocations d'invalidité. Cela suggère que la personne n'est peut-être pas crédible quant à ses explications sur les autres volets de l'affaire, comme les paiements à la cantine et leur société à responsabilité limitée. Donc je pense que plus vous vous retrouvez devant le même juge ou le même jury et qu'ils entendent plusieurs allégations de tromperie, moins ils seront enclins à vous faire confiance. Vous avez débuté l'entretien en demandant ce qu'est une explication innocente. Il est plus dur de donner une explication innocente quand il y a plusieurs types d'inconduite, car si ceci était innocent, l'autre l'est-il aussi? Il est difficile d'affirmer que tout peut s'expliquer innocemment, mais il reste innocent jusqu'à preuve du contraire. Peut-être pourront-ils tout de même donner cette explication. J'ai mentionné plus tôt qu'au moment de cet enregistrement, il ne semble pas qu'ils aient démissionné. Est-ce inhabituel? Je ne pense pas que ce soit inhabituel parce que cela fait souvent partie de la négociation dans un accord de plaidé coupable. Si vous obtenez un accord de plaidé coupable, l'un des points de l'accord est que vous allez démissionner de votre poste. Donc, c'est quelque chose qui représente un atout de négociation pour eux. Je pense que démissionner avant un accord de plaidé coupable serait une grosse erreur, car c'est souvent ce que vous pouvez offrir. Accepter une peine réduite et démissionner, ce qu'ils souhaitent. En démissionnant, le gouvernement l'obtient sans négociation. Lorsque vous avez entendu les faits présumés exposés par les autorités dans cette affaire, dans votre carrière, où cela se situe-t-il? Je veux dire, est-ce que cela, selon vous, est un cas exceptionnel par rapport à ce que vous avez déjà vu? Ou est-ce cohérent avec ce que vous avez déjà observé? Et encore une fois, ce ne sont que des allégations, mais c'est juste que je me demande. Je pense toujours au jury, est-ce que ce sera parfois difficile d'accepter ce qui est présenté ici? On imagine des personnes occupant une position de confiance être accusées d'avoir fait cela. Où situez-vous ces allégations par rapport à ce que vous avez déjà vu? Eh bien, en tant qu'enquêteur sur la fraude depuis de nombreuses années, rien de tout cela ne me choque. Je pense qu'un juré moyen qui n'a pas été exposé à tout cela pourrait être plus choqué. Je suis consterné par ce type d'activité si c'est avéré, mais j'en ai tant vu durant ma carrière. Des gens demandent l'invalidité et perçoivent des prestations alors qu'ils peuvent faire de nombreuses activités physiques, qu'ils font transiter de l'argent par une SARL qui est un peu opaque quant à son propriétaire et qu'ils en tirent des avantages financiers. C'est le genre de choses qui arrivent souvent au sein de l'administration. Et c'est pour ça qu'il faut des bureaux d'inspecteurs généraux et ce genre de choses pour enquêter et assurer la surveillance. Des affaires comme celle-ci sont importantes, non seulement pour traduire ces personnes en justice,
mais aussi pour dissuader d'autres de déposer des plaintes d'invalidité sans raison valable. Elle pourrait penser: peut-être que je ne devrais pas faire ça. J'ai vu cette affaire aux actualités. Je l'ai vu sur Law and Crime où il parlait de quelqu'un qui s'était fait attraper. Donc, peut-être que je devrais être plus prudent. Je pense que cela sert effectivement de moyen de dissuasion. Très bien. Il y a beaucoup de choses à réfléchir sur cette affaire. Dan, bien sûr, toujours content de te voir. Merci d'avoir pris le temps. Merci de l'invitation, Jesse, ravi de te parler. C'est tout pour aujourd'hui sur Sidebar. Merci de nous avoir rejoints. Abonnez-vous sur YouTube, Apple Podcast, Spotify ou votre plateforme préférée. Retrouvez-nous sur Peacock de NBC. Suivez-moi sur X, Instagram ou mon émission Jesse Weber Live sur News Nation du lundi au vendredi à 23h, heure de l'Est. À la prochaine à tous.